Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va discuter dans cette nouvelle vidéo des fonds négociés en bourse, des fonds qui sont spécialisés dans les banques canadiennes. Donc ce genre de fonds est très populaire au Canada parce que les banques canadiennes ont une bonne réputation, que ce soit en termes de croissance à long terme ou aussi ils sont reconnus d'être d'excellents payeurs des dividendes, justement à cause de leur situation financière, leur balance sheet, leur bilan, leurs états financiers sont reconnus quand même pour être des institutions très solides et aussi à long terme, ils offrent aussi la possibilité de croissance. C'est ce qui rend ce genre de fonds, surtout pour les gens qui ne veulent pas détenir une banque en particulier, ben, ils se dirigent vers les fonds négociés en bourse qui leur offrent la diversification pour aller chercher l'ensemble du secteur bancaire canadien. Donc, premièrement, ce qu'on va discuter dans le fond, c'est on va comparer les fonds qui existent sur le marché. Par après, on va parler de performance historique, puis on va discuter de chacun des fonds qui sont présentés. Dans le fond quand même à ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quand même 9 FNB dans le domaine bancaire. J'ai choisi quand même ceux qui ont au minimum 100 millions de dollars d'actifs sous gestion, mais comme vous allez le voir, il y en a beaucoup qui dépassent de loin cet actif-là parce que justement, c'est des fonds qui sont très populaires. Donc, voici le tableau. Il représente premièrement l'actif sous gestion, c'est-à-dire ce fonds-là, combien de personnes, lorsque les personnes achètent des parts, l'ensemble des parts, c'est ce qu'on appelle l'actif sous gestion. Le plus l'actif sous gestion est élevé, le plus ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs. Lorsque vous allez vendre ou acheter, vous n'aurez pas de la difficulté. Et le spread, qui est la différence entre votre prix d'achat et lorsque vous allez acheter, le prix qui est proposé, puis le prix de vente et le prix d'achat, le bid and ask, vont être très très proches. Ça veut dire que vous payez moins le spread. Le spread, il fait partie des choses qu'on paye lorsqu'on achète des actions. C'est juste qu'il n'est pas très publicisé. On parle plus des frais de courtage, 5 dollars ou 9 dollars ou parfois 0 dollars selon les institutions de courtage financier. Mais on paye aussi, dans le fond, lorsqu'on achète quelque chose, on paye le spread qui est, le plus le fonds est actif, le plus de fonds, il y a beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. Ben, lorsque vous allez le vendre, vous allez par exemple, vous allez remarquer le bid qui est ce que veut payer l'acheteur va être par exemple 18 dollars et 50 et le ask, ce que veut le prix auquel veut vendre le vendeur va être 19 dollars 51. C'est comme un cent de différence entre le bid et le ask. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Lorsque l'actif sous gestion est très faible, moins de 100 millions, il y a même des fonds qui sont à 10 millions de dollars d'actifs sous gestion, ben lorsqu'on va aller les acheter, on va remarquer que le bid et le ask, il y a parfois 10 cents de différence, 20 cents de différence. Et c'est une taxe, dans le fond, qu'on paye à cause qu'on achète un fonds qui n'est pas très liquide. Donc, c'est pour ça, pour le vérifier, vous pouvez aller sur Yahoo Finance, vous pouvez voir le volume, mais sinon, vous pouvez juste vous fier à l'actif sous gestion. Si c'est plus que 500 millions, c'est sûr, il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs et ça va être assez liquide comme FNP. Comme vous pouvez voir, la liste, elle contient plusieurs FNB. On ne se limite pas maintenant juste aux ceux qui sont populaires. On a vraiment comme, par exemple, ici, ça c'est celui-là de la Banque Royale, RBNK. Il n'a pas un long historique, ça a été créé récemment. Et donc, RBNK, c'est offert par la Banque Royale et on appelle ça le RBC, Canadian Bank Yield Index. Comme vous allez remarquer, la majorité sont centrées sur payer des dividendes et la majorité le paye mensuellement. Donc, ce RBNK, dans le fond, ce qu'il vous permet, c'est d'aller chercher des dividendes et un investissement dans les banques canadiennes. Il y a aussi celui-là, c'est un peu mon préféré, ZEB, celui de BMO S&P T6 Equal Weight Bank Index. Si on traduit ça, ça veut dire que c'est un fonds qui investit de façon égale sur toutes les banques canadiennes, donc les 7 plus grandes. Il va investir de façon égale dans chaque
banques. Comme vous allez voir, chacun de ces fonds-là va avoir une stratégie différente. Si vous voulez, par exemple, vous demandez c'est quoi la stratégie, vous pouvez soit consulter en bas de l'article la définition. Par exemple, si je vais aller voir RBNK, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est un FNB indiciel de rendement de Banque canadienne cherche à reproduire l'indice de rendement de Banque Solactive Canada. Ce dernier se concentre uniquement sur le secteur bancaire canadien. L'indice en lui-même comprend les titres de participation des 6 plus grandes banques au Canada pondérés en fonction de leur rendement de dividendes annuels. Donc ça, c'est la méthodologie qu'ils vont utiliser pour aller combien mettre dans chaque banque. Donc les 2 actions bancaires canadiennes à rendement de dividendes le plus élevé reçoivent une pondération plus importante. Donc le plus la banque elle verse un dividende élevé, ben, elle va avoir 25%, la deuxième 25%, et le reste va être pondéré avec moins de pourcentage. Donc, comme vous pouvez voir, chaque fonds va essayer, dans le fond, de se démarquer avec une stratégie d'investissement. Donc, dans ce cas-là, RBNK, c'est ça leur stratégie. Si vous voulez voir aussi, vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour voir directement, ça va vous donner la page de la Banque Royale où on parle justement de ce RBC, Canadian Bank Yield Index en détail, en français ou en anglais, la majorité les offre dans les 2 langues. Donc, ça, c'est les. Avant de partir à travers la liste, je vais juste vous expliquer rapidement le genre de FNB à quoi on va avoir affaire. Donc, ces FNB-là, si j'ai fait comme un travail sur leur stratégie, il y en a qui vont tout simplement vous donner une pondération égale. OK, je vais prendre les 7 ou les 6 plus grandes banques, chacune à part égale. Donc, ça, c'est le plus basic, le plus simple. Et il y a aussi ceux qui vont aller utiliser un effet de levier. Et ça, c'est le cas de celui-là de Hamilton, HCAL. Et lui, il utilise un effet de levier de 25%. Donc, il va aller emprunter sur la valeur de son portefeuille 25% additionnel pour investir encore plus. C'est comme si, par exemple, moi, je veux aller acheter quelque chose, j'y crois tellement à ce titre-là ben, que je vais aller emprunter un autre 25% pour aller acheter encore plus. Donc, c'est fait pour les gens qui sont vraiment comme optimistes sur le secteur bancaire. Et aussi, ça leur permet aussi d'avoir une petite bonification au niveau des dividendes. Il y a aussi des fonds qui vont être plus actifs, c'est-à-dire le gestionnaire va vraiment faire un travail pour aller choisir une banque en particulier. C'est ce qu'on a, on en vit un peu avec RBNK. C'est comme la moitié indicielle, moitié un peu actif, mais dans le fond, ils font pas juste prendre les 6 de façon égale, ils vont y aller vraiment avec une méthodologie là derrière. Parfois, c'est des méthodologies qui demandent des recherches fondamentales et tout ça, mais parfois, ils se basent juste sur un indice où il y a un petit peu de méthodologie, puis ils vont dire, OK, ben, on va suivre cet indice-là parce qu'on aime la stratégie et la façon dont il est construit, cet indice. Il y a aussi les stratégies passives, c'est-à-dire que tout simplement, on va aller, si vous savez par exemple la bourse canadienne, le TSX, ben, il y a des sous-secteurs, ben, on va aller répliquer le segment bancaire dans la bourse TSX. Donc, ce qui se trouve dans le segment bancaire, la répartition qui se trouve déjà là, c'est-à-dire RBC va être certainement surreprésentée parce que c'est une des plus grandes banques canadiennes, ben, on va aller tout simplement suivre les pondérations qui existent déjà sur l'indice du marché boursier canadien / secteur bancaire. Donc ça, c'est les stratégies qui sont utilisées. Chaque stratégie va avoir une répercussion sur le frais de gestion, le ratio de frais de gestion qui est le total des frais, c'est-à-dire les frais de gestion plus les frais d'administration. Donc, le plus la stratégie demande de l'effort de la gestionnaire, le plus ça va coûter cher. Le moins cher de toute la liste que j'ai ici, c'est celui de BMO, qui fait tout simplement chaque banque de part égale, et c'est le ZEB Equal Weight Banks Index. Il est à 0,28%. C'est le moins cher. Les plus proches de lui sont celui-là de HEWB Horizons et celui de RBC RBNK. Il y a aussi des fonds qui sont un petit peu plus dispendieux, donc parfois pour une bonne raison, parfois pas vraiment.
Par exemple, si on prend lui, XCFN, malgré qu'il est indiciel, il est à 0,61%, celui-là de iShares. Il y en a qui aussi, Equal Weight, celui-là, il inclut même les compagnies d'assurance, le CEW, iShares, Equal Weight Bank, Life and Co. Il y a aussi ça c'est justifié, par exemple, le BMO Covered Call Canadian Banks, ça c'est parce que le gestionnaire va utiliser des options d'achat couvert. Donc, il y a quand même un travail qui est fait. Donc, on voit ici que ça se reflète aussi sur le frais de gestion à 0,72. L'autre élément, c'est les rendements de dividendes. Donc, il y a des fonds qui sont vraiment plus agressifs dans le versement de dividendes, comme le ZW de BMO, le FIE de iShares. Donc, si vous êtes un investisseur de dividendes, vous allez probablement vous intéresser plus à ce genre de fonds. Il y a aussi le HCAL que j'avais parlé un peu qui utilise l'effet de levier. Donc, celui-là, il paye un taux de dividende très intéressant. Donc, ça, c'est ce qui est pour le tableau en tant que tel. Comme on avait dit, donc, pour le fonds HCAL, c'est celui qui avait les frais de gestion le plus élevé avec celui de iShares, le FIE. Et ZEB, il a celui qui a le moins de frais de gestion. Maintenant, pour ce qui est des rendements, on peut voir que, curieusement, c'est le ZEB de BMO qui fait juste investir à part égale sur toutes les banques, les 6 plus grandes banques canadiennes, qui a la performance moyenne sur 5 ans la plus élevée. Et en plus, il arrive avec un frais de gestion qui est faible et avec un dividende qui, je pense, tourne aux alentours de 4%. Donc, en termes de performance, il semble être le meilleur sur les 5 dernières années. En termes de performance moyenne, suivi de CEW, RBNK, XFN, ils sont quand même, les 4 en premier sont quand même assez proches. Et par après viennent les fonds qui, en général, offrent un dividende plus élevé. Mais parce que, par exemple, le ZW, lui, il utilise les options d'achat couvertes. Comme j'avais expliqué un peu dans des vidéos avant, ce genre de stratégie limite un peu le potentiel de croissance et ça se reflète ici. On peut voir qu'il est inférieur aux autres, mais il permet aux gens qui veulent aller rechercher des dividendes d'avoir un revenu, par exemple, mensuel de dividendes. C'est sûr, si vous achetez, par exemple, CWB, puis vous réinvestissez les dividendes, fort probablement, vous allez finir à un rendement qui est similaire aux 4 qui sont en haut. Maintenant, je vais juste passer à travers la liste de chacun pour un peu discuter des forces et faiblesses de chacun de ces fonds-là. Par exemple, pour le FIE, ça, c'est un fonds que c'est pour les gens plus qui recherchent un rendement de dividendes élevé. Il investit dans les banques aussi, mais cependant, il y a comme un 20, entre 20 et 25% qui va toujours mettre dans un fonds qui est d'actions préférentielles. Et ça explique un peu pourquoi FIE n'a pas eu une bonne performance sa dernière année à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, il a été impacté négativement à cause qu'il contient cet aspect qui est revenu fixe. Les actions préférentielles sont très sensibles aux taux d'intérêt. Donc, ça a eu une répercussion. Mais en général aussi, c'est un fonds qui a un frais de gestion qui est quand même assez élevé. Et son objectif principal, c'est de payer des dividendes à chaque mois. Mais la répartition en tant que telle, si vous voulez vraiment juste investir dans les banques canadiennes, ben sachez que celui-là, il contient des choses qui ne sont pas des banques canadiennes. Par exemple, le iShares Preferred Shares, puis celui-là aussi, le Core Canadian Corporate Bond. Donc, ces deux-là, comme tu as déjà 30% qui n'est pas dans le secteur bancaire. Donc, c'est normalement été supposé apporter de la stabilité, mais avec l'augmentation brusque des taux d'intérêt qu'on a eu la dernière année, ça a fait un mauvais rendement pour ce fonds-là, mais ça peut aussi être un bon moment pour rentrer. Et si vous le détenez, vous pouvez aussi le garder. Moi, personnellement, je le détiens, donc je l'ai gardé, je ne l'ai pas vendu. Mais j'ai remarqué que sa performance a été plus basse à cause justement de ces deux éléments-là qui constituent son portefeuille.
Le reste, bien évidemment, c'est les banques et les institutions financières canadiennes. ZEB, qui est un peu celui qui est ressorti ayant la meilleure performance, il est un portefeuille équipondéré, donc on retrouve les banques canadiennes avec une part assez égale l'un à l'autre. Donc on peut voir ici toutes les banques canadiennes avec une part assez égale. Donc celui-là, il a eu une belle performance. Et parfois, les stratégies les plus simples, ça fonctionne. Donc, celui-là, c'est la stratégie la plus simple, ça semble fonctionner. Et aussi, il a un frais de gestion très, très faible. ZWB, comme on avait dit, ça, c'est un fonds qui utilise les options d'achat couvertes pour aller maximiser le rendement de dividendes. Il investit dans le secteur bancaire canadien. Donc, on voit ici toutes les banques canadiennes ils ont aussi inclus un de leurs fonds qui investit aussi dans les banques canadiennes. Et l'option d'achat couvert, c'est une bonne stratégie pour augmenter le taux de dividende, mais pour la performance à long terme, ça va limiter un petit peu la performance à long terme parce que c'est une stratégie qui est très conservatrice. Donc, on va aller chercher les premiums, ce qu'on appelle lorsqu'on vend une option, on gagne des premiums, mais si l'action monte au-dessus du strike price, ben, toute cette augmentation-là, nous, on ne va pas bénéficier parce qu'on a choisi de prendre une option d'achat couverte. Donc, ça, c'est pour ZWB. Il paye des dividendes mensuels, puis il est excellent pour les rendements de dividendes. Maintenant, le RBNK, sur le court terme, il avait une bonne performance. C'est un fonds indiciel, comme on avait dit tout à l'heure, qui suit un indice qui s'appelle le Solactive et les deux actions bancaires canadiennes à rendement de dividendes les plus élevés se retrouvent à 25% chaque. Au moment de l'écriture de cet article-là, c'était CIBC et Bank of Nova Scotia, la Banque de Nouvelle-Écosse, qui avait les taux de dividendes les plus élevés, donc ils se sont retrouvés avec le plus de pourcentage, le plus d'allocations. Maintenant, cette stratégie est-elle disons, une stratégie scientifique, ça me semble pas vraiment. Parce que lorsque ton rendement de dividende est le plus élevé, ça veut dire que ton prix, il a baissé. Donc, cette stratégie-là va fonctionner si ces banques-là, les deux premières, ben, leur prix commence à augmenter. À ce moment-là, oui, ça va rapporter de la performance, mais sinon, on va vraiment juste chercher du dividende. Mais jusqu'à présent, comme j'ai dit, ça semble fonctionner parce qu'en général, lorsqu'une banque canadienne, elle perd un peu de la valeur à cause des résultats financiers ou whatever, en général, le trimestre après, elle va se rattraper puis ça va augmenter leur prix de l'action. Donc, c'est une stratégie, si ça vous intéresse, en tout cas, ils sont assez clairs dans leur stratégie. Les deux actions bancaires canadiennes à rendement à dividende le plus élevé reçoivent chacune une pondération de 25%. Les deux actions bancaires canadiennes suivantes reçoivent le 1/6 et les deux actions bancaires canadiennes qui produisent le dividende le plus bas reçoivent chacune une pondération de 1/12. Donc, c'est assez clair comme stratégie. Comme j'ai montré ici dans le tableau, vous allez voir que c'est pas pire depuis le début de l'année. RBNK est quand même à 10,21%. Le seul qui le bat, c'est HCAL, le HCAL, à 13,53%. Mais ça, c'est depuis le début de l'année. Donc, on parle vraiment d'un mois. Mais on voit ici 11,26%. Donc, quand même, ça reste un bon choix. C'est juste que le frais de gestion est un peu élevé pour ce genre de fonds. Et on voit aussi qu'il n'y a pas vraiment d'analyse qui est faite. C'est facile d'aller retrouver l'action qui offre le dividende le plus élevé pour aller la répliquer. Et ça revient à un défaut majeur de presque tous ces fonds-là, à l'exception des fonds qui ont un frais de gestion faible comme ZEB. C'est que beaucoup de gens disent, pourquoi je vais payer un frais de gestion lorsque je peux juste aller acheter les 6 banques les plus grandes au Canada? Et vous avez tout à fait raison de penser ça, mais aussi il y a des investisseurs que ce soit le montant n'est pas suffisant pour aller acheter les 6 ou juste pour économiser les frais de courtage et tout ça, ou juste pour avoir une paix d'esprit, ils achètent un fonds qui est déjà diversifié. Donc, c'est aussi un bon choix. Le prochain, c'est HCA de Hamilton Canadian Bank Mean Reversion.
Euh, donc, celui-là, il investit dans les 6 plus grandes banques canadiennes. Il se démarque par sa stratégie d'investissement appelée le mean reversion. 80% du portefeuille, ça va être dans 3 banques qui ont le moins bien performé parmi les 6 plus grandes banques canadiennes et le 20% restant sur les 3 banques qui ont surperformé. Donc, on est en train de penser que si une banque n'a pas bien performé pendant une période, qu'elle va se rattraper. Donc, on va aller chercher de la croissance si la théorie du mean reversion, c'est-à-dire le retour à la moyenne, va se concrétiser. Donc, ça, c'est pour HCA. Si je me souviens, lui aussi, il avait un frais de gestion élevé. Donc, vous pouvez voir ici au moment de l'écriture de l'article, c'était Bank of Nova Scotia puis Toronto qui se retrouvaient, puis la Banque Royale qui se trouvait dans les 3 premiers, et Banque de Montréal, Canadian Imperial Bank of Commerce puis National Bank of Canada avaient là les taux les plus faibles. Pour CEW, le iShares Equal Weight Bank Life Co, ça se démarque aussi parce que il investit dans les compagnies d'assurance vie. Donc, il investit dans un portefeuille composé d'actions ordinaires des plus grandes banques canadiennes et sociétés d'assurance vie. Donc, on peut voir ici qu'on peut retrouver la Great West, le IA Financial. Donc, ça, si vous voulez, vraiment toute l'industrie financière. Mais il faut garder en tête que les assurances, les banques sont sensibles, peuvent être sensibles à différentes choses, alors que lorsqu'on achète vraiment juste les banques, on sait c'est quoi qui pourrait impacter les banques, les augmentations de taux d'intérêt, des choses comme ça. Les assurances, ça peut aussi être d'autres critères, mais si on veut quelque chose de financier complet, c'est sûr que celui-là, il offre une couverture des 2 principaux domaines qui existent dans la finance, l'assurance et le secteur bancaire. Le HEW de Horizons, Equal Weight Canadian Bank Index, donc un autre qui fait juste de l'équipondéré. Donc, on peut voir ici que toutes les banques se retrouvent de façon assez égale. Le HCAL, le Hamilton Enhanced Canadian Bank. Hamilton est connu pour vraiment cibler les investisseurs à dividendes. Donc, ce fonds-là est conçu pour suivre des près les rendements d'un indice qu'on appelle Solactive Canadian Bank Mean Reversion, en investissant dans les banques canadiennes tout en ajoutant un effet de levier de 25%. Donc, par rapport à HCA, il n'y avait pas d'effet de levier 25%. Lui, il a un effet de levier 25%. C'est pourquoi il s'appelle L à la fin leverage, là, HCAL. Donc, un 25% d'effet de levier, ça va faire 2 choses. Ça va augmenter vos rendements et vos dividendes lorsque ça va bien, mais ça augmentera le risque lorsque ça va mal dans le secteur bancaire. Donc, l'effet de levier va jouer dans les 2 sens. Et on peut voir ici que c'est la même stratégie de mean reversion. Donc, lorsqu'il y a des banques qui sont en dégringolade, bon, ils vont être surpondérés. Et les banques qui ont des prix d'action élevés, et ils vont être sous-pondérés. Et puis, on espérait que lorsqu'il y a un retour à la moyenne, ben, les banques qui ont moins performé vont surperformer, ce qui fait qu'on aura plus de rendement. Et aussi, ça augmente aussi le dividende parce que si ton prix de l'action est déprimé, ben, ton rendement de dividende est assez élevé. Donc, ça, c'est pour HCL, CAL. Il y a aussi après XFN, ça c'est de iShares. C'est le S&P TSX Capped Financial Index. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, ça c'est vraiment, on va prendre ce qu'il y a dans la bourse de Toronto, le segment du secteur bancaire, on va le représenter de la même façon qu'il est. Et donc, les plus grosses banques se retrouvent à avoir la plus grande pondération. Donc, c'est normal que la Banque Royale, la Banque TD se retrouvent en tête parce que c'est les plus grandes banques canadiennes. Et la banque, par exemple, les banques nationales et tout ça se retrouvent avec un taux plus bas. Donc, ça, c'est vraiment indiciel pur et dur. Mais en général, dans le secteur bancaire canadien, parfois, les institutions qui sont un petit peu plus petites ou plus présentes dans quelques territoires, par exemple, sont parfois, il y a plus de rendement, plus de performance. Donc, je préférerais une pondération égale qu'à une pondération qui ressemble juste parce que dans le fin de la journée, on achète vraiment ces 3 premières, là. Ça fait presque la moitié de ton portefeuille. Donc, ça, c'est gardé en tête. Mais XIFN, il aura l'avantage d'avoir. Mais je pense qu'il avait un frais de gestion un peu élevé par rapport à ce qu'il offre. C'est parce que ça reste quand même indiciel.
il devait être au même niveau que les frais de gestion bas, mais il est relativement cher pour ce que ça offre aux investisseurs. Donc, dans le fond, c'est ça. J'ai passé à travers chacun des fonds. J'espère que ça va vous aider à avoir une idée si vous voulez investir dans le secteur bancaire, donc lequel choisir parmi ceux-là. Dans les définitions des fonds, c'est assez bref, donc c'est assez de pointe là, pour vous permettre de savoir c'est qui va vous convenir le plus. Et vous pouvez bien évidemment toujours visiter le site web de l'émetteur pour avoir plus de détails sur chacun des émetteurs ou le fonds en particulier, voir le prospectus et tout le détail. Donc, à la prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça a été informatif et bon